C'est une contamination généralisée de nos aliments. Selon l'ONG Génération Future, les PFAS, qui sont donc ces substances chimiques qu'on appelle aussi les polluants éternels, contaminent de façon inquiétante l'alimentation en Europe et de façon donc encore plus inquiétante que ce que l'on savait déjà ces derniers mois. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement? Quels sont les risques des PFAS et où en est la loi en France? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast et on fera un point juste après sur le reste de l'actualité. Alors avant de revenir sur les révélations de Génération Future, rappelons déjà rapidement ce que sont les PFAS. Les PFAS, ce sont des substances chimiques toxiques qui ont été développées dans les années 1940, des substances qui ont été développées pour leur résistance à l'eau et à la chaleur. On les retrouve dans de nombreux produits de la vie courante, comme par exemple les poêles anti-adhésives aux revêtements en téflon. On peut aussi penser aux emballages plastiques, aux produits cosmétiques et électroniques, ou encore les implants médicaux. Ils sont donc très utilisés puisqu'ils possèdent des propriétés uniques et notamment une résistance extrême. Concrètement, ils rendent les matériaux résistants à l'eau, aux taches, aux températures élevées ou encore aux corps gras. Et l'un des problèmes, c'est que les usines qui fabriquent ou qui utilisent des PFAS vont en rejeter dans l'environnement via leurs eaux usées par exemple. Et une fois dans la nature, ces PFAS, ils ne se dégradent presque pas. Résultat, une fois dans l'environnement, les PFAS y restent pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Et en plus de polluer durablement l'environnement, ils s'accumulent dans l'organisme humain sans pouvoir être éliminés. Mais alors, comment est-ce qu'on se retrouve contaminé par ces PFAS? Eh bien, en fait, les personnes les plus exposées assez logiquement, c'est les personnes qui travaillent directement dans les usines qui les fabriquent ou qui les utilisent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de tous les produits qu'on a eu l'occasion d'évoquer, et notamment les produits cosmétiques, c'est des choses qu'on retrouve dans la chaîne alimentaire, notamment dans les crustacés, les mollusques, les fruits et légumes aussi que l'on va consommer. Et justement, ce jeudi, on en vient à l'actualité de cette semaine, bien ce jeudi, l'organisation Génération Future a publié une enquête sur la présence de PFAS dans les aliments. Elle a en fait compilé les données en 2023 de la France, mais aussi de certains de nos amis à côté en Europe. C'est le cas donc de l'Allemagne, des Pays-Bas ou encore du Danemark. Mais avant de revenir sur les résultats de cette enquête, il faut bien comprendre que sur les plus de 10 000 types de PFAS qui existent, il y en a seulement 4 aujourd'hui qui sont encadrés par des limites à l'échelle de l'Union européenne et donc des limites réglementaires. Pour eux, leur usage et leur présence dans certains produits sont soumis à des seuils maximaux, à des restrictions, voire à des interdictions dans certains cas. Mais pour autant donc, la grande majorité des autres ne sont pas encore réglementés. Et s'ils ne sont pas réglementés, c'est pas forcément qu'ils sont pas dangereux, c'est aussi parfois parce que il y a des études scientifiques qui sont que récentes et donc que les travaux de recherche sont actuellement en cours. Bref, et donc ce que dit l'organisation ici, c'est qu'on retrouve au moins un de ces 4 polluants éternels qui sont réglementés dans 69% des poissons, 55% des abats, 55% des mollusques, 39% des œufs, 27% des crustacés, 23% des laits et 14% des viandes. Alors attention, quand on dit ça, ça veut pas dire que 69% des poissons dépassent les normes européennes, mais justement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les réglementations, elles sont jugées trop laxistes et les retraits d'ailleurs de marché quand c'est nécessaire sont plutôt rares. En fait, selon l'autorité sanitaire européenne des aliments, l'alimentation, c'est la principale source d'exposition pour la population aux PFAS. Et c'est lié à plein de choses, ça peut être lié aux animaux d'élevage, aux vaches par exemple, qui peuvent absorber des substances en buvant de l'eau polluée. On peut penser aussi aux poissons, évidemment, dans les milieux aquatiques. On peut penser aussi aux cultures irriguées avec de l'eau polluée, avec ensuite donc des cultures qui vont absorber en quelque sorte les PFAS. Et évidemment, il y a après les choses qu'on connaît maintenant, les emballages alimentaires contenant par exemple des PFAS et qui peuvent donc se retrouver dans notre assiette. Alors un point important maintenant, quel est l'impact réellement de ces PFAS sur notre santé? Eh bien déjà, le premier élément majeur à comprendre, c'est que selon une étude qui a été réalisée par une équipe de scientifiques de l'Université de Californie et publiée en 2023, certaines entreprises et producteurs donc de PFAS ont dissimulé pendant des années leur toxicité tout en sachant que ces substances, elles étaient dangereuses pour la santé et dangereuses pour l'environnement. Bref, comme souvent sur des sujets environnementaux, il y a des accusations d'entreprises, des entreprises accusées d'avoir véritablement caché certaines informations pour protéger non pas donc la population, mais bien des intérêts économiques. Par ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que les travaux de recherche sur la question des PFAS, ça fait vraiment depuis une quinzaine d'années qu'il y a de plus en plus d'études qui sont réalisées. Or, en l'occurrence, en 2023, le Centre international de recherche sur le cancer a respectivement classé 2 types de PFAS de cancérogènes certains pour l'humain pour l'un et cancérogènes possibles pour l'autre. Il y a aussi de nombreuses études qui émettent un lien potentiel avec des questions liées par exemple à l'obésité, à des anomalies liées au taux de cholestérol, à une puberté précoce ou encore à des risques élevés de diabète ou encore d'endométriose chez les femmes. Alors maintenant rapidement et avant de passer au reste de l'actualité, ça me paraît important de comprendre ce que dit
la loi sur le sujet. Il faut savoir que depuis la fin des années 90, il y a de plus en plus de réglementations qui sont mises en place. En France, il y a notamment une loi qui a été votée en février 2025 pour mieux protéger la population sur les risques liés aux PFAS. Cette loi, elle va les interdire dès 2026 pour les cosmétiques ou encore certains vêtements qui en contiennent. Et en 2030, tous les textiles contenant des PFAS seront également interdits. Alors on peut noter que la proposition de loi, elle prévoyait d'inclure les ustensiles de cuisine et notamment les poêles anti-adhésives parmi les produits interdits, mais finalement ils ne seront pas concernés par cette interdiction puisque le groupe SEB, qui détient notamment la marque Tefal qui utilise des PFAS, a réussi à obtenir le retrait du texte présenté. Bon, il y a d'autres choses qui sont prévues au passage dans cette loi et je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus, mais on l'a dit donc pour certaines organisations comme par exemple Génération Future, ce n'est pas suffisant, il faut aller au-delà. Et d'ailleurs l'organisation pointe aussi une forme d'incohérence dans la loi puisqu'il n'existe pas encore de limite du taux de PFAS dans les fruits, les légumes, les céréales ou encore les produits laitiers, alors que c'est évidemment des produits qui sont beaucoup consommés. Dans tous les cas, ça me paraissait être un sujet important à aborder aujourd'hui. Je sais qu'on a beaucoup parlé de l'actualité internationale, il y a juste titre évidemment au vu de tout ce qui se passe ces derniers jours, mais ça me semblait intéressant aussi de faire un point sur ce sujet aujourd'hui. Un petit mot au passage parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre newsletter qui vous permet de recevoir chaque jour par email, à l'écrit donc un peu différemment, l'essentiel de l'actualité avec à chaque fois facilement des liens pour en savoir plus. Merci vraiment parce que vous êtes de plus en plus nombreux dessus et c'est gratuit, donc je vous mets le lien directement en description. Vous pouvez essayer et puis vous désabonner à tout moment si finalement ça ne vous intéresse pas. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Une semaine après le début de la guerre entre Israël et l'Iran, les frappes se poursuivent des deux côtés. Alors face à cette escalade, le président des États-Unis Donald Trump a indiqué ce jeudi qu'il prendrait une décision quant à une éventuelle intervention des États-Unis en Iran au cours des 2 prochaines semaines. Selon lui, il y a une possibilité de négociation avec l'Iran dans le futur proche. De son côté, le ministre des Affaires étrangères iranien a affirmé que l'Iran ne parlera pas aux États-Unis tant que, je cite, l'agression d'Israël ne cessera pas. Côté français, le ministère des Affaires étrangères a affirmé ce vendredi que la voie diplomatique est la seule option pour régler durablement la question du programme nucléaire iranien. Emmanuel Macron a quant à lui annoncé vouloir rassembler dans les prochains jours les différents groupes politiques pour échanger sur la situation en Iran, mais aussi à Gaza et en Ukraine. Il a aussi demandé au gouvernement d'organiser un débat au Parlement sur la guerre entre Israël et l'Iran. Deuxième actu, aux États-Unis, une cour d'appel fédérale, qui agit donc à l'échelle régionale, a autorisé Donald Trump à déployer la garde nationale à Los Angeles. Cette force militaire de réserve peut intervenir lors de conflits, de catastrophes naturelles ou pour rétablir l'ordre en cas d'émeute, par exemple. En fait, ces derniers jours, Donald Trump a ordonné le déploiement de militaires de la garde nationale en Californie pour faire face aux importantes manifestations contre sa politique migratoire. Le truc, c'est que cette décision a été prise sans l'accord du gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qui est donc du camp adverse de Donald Trump. La dernière fois qu'un président a envoyé l'armée dans un état sans l'accord de son gouverneur, c'était en 1965. Alors face à ça, Gavin Newsom a dénoncé une manœuvre autoritaire et a exigé de récupérer le contrôle de ce corps militaire. Mais la cour a donc finalement tranché en faveur de Donald Trump, qui pourra donc mobiliser 4000 membres de la garde nationale pour 60 jours afin de protéger les fonctionnaires et les bâtiments fédéraux. Donald Trump a salué une grande victoire. Troisième actu, les sites pour adultes Pornhub, YouPorn et RedTube sont de nouveau accessibles en France. Les 3 sites étaient fermés depuis 2 semaines sur le territoire français à la suite d'une décision du groupe Ailo, propriétaire des sites, qui avait volontairement coupé l'accès de ces sites dans un bras de fer avec les autorités françaises. En fait, cela faisait suite à un arrêté qui imposait aux sites pour adultes domiciliés dans l'Union européenne de vérifier l'âge de leurs visiteurs autrement que par la question « Avez-vous plus de 18 ans ?» Les utilisateurs devaient notamment joindre une photo d'eux ou une copie de leur pièce d'identité, chose que ces 3 sites refusent de demander à leurs utilisateurs. Ils considèrent que vérifier l'âge de leurs utilisateurs serait intrusif et dangereux pour la vie privée, ainsi que pour la protection des données personnelles. Mais donc finalement, le tribunal administratif de Paris a décidé lundi de suspendre cet arrêté qui imposait aux sites de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Alors attention, on parle ici d'une
suspension et non pas d'une suppression. L'objectif est de vérifier que l'arrêté est compatible avec le droit européen, notamment concernant la protection des données personnelles. Faut savoir que selon la loi, la France ne peut agir que contre des sites pour adultes établis, soit en France ou soit hors de l'UE. Mais pour tout ce qui concerne les sites domiciliés au sein de l'Union européenne, mais hors de la France, ce qui est le cas ici, elle doit passer par une procédure de plusieurs mois, notifier la Commission européenne, les États membres, etc. et être conforme au droit européen. En tout cas, la suspension de cet arrêté est considérée comme une première victoire pour le groupe Ailo, qui a donc de nouveau rendu ses sites accessibles. On vous tiendra au courant de la suite. Quatrième actu, les violences contre les enfants en zone de conflit ont atteint un niveau sans précédent en 2024 selon l'ONU. Au total, l'ONU a vérifié plus de 41 000 violences graves contre des enfants de moins de 18 ans en 2024, dont environ 36 000 ont été commises en 2024 et 5 000 avant, mais confirmées en 2024. Il s'agit d'un record depuis 30 ans avec une hausse de 25% par rapport à 2023. Ça concerne des meurtres, des mutilations, le recrutement d'enfants soldats, des violences sexuelles, des enlèvements, des attaques contre des écoles ou des hôpitaux, ou encore le refus d'aide humanitaire. L'ONU recense notamment plus de 4 500 enfants tués et 7 000 blessés dans une vingtaine de zones de conflit. Les territoires palestiniens sont les zones les plus touchées par ces violations, selon l'ONU, avec plus de 8 500 violations graves commises contre des mineurs de moins de 18 ans, dont plus de 4 800 sont attribués aux forces israéliennes. 1 259 enfants palestiniens ont été tués à Gaza, selon l'ONU, qui déclare par ailleurs être en train de vérifier des informations concernant les décès de 4 470 enfants supplémentaires. Le Hamas, avec l'armée israélienne, est également cité comme responsable de ces violations. Après les territoires palestiniens, les pays ayant enregistré le plus de violences contre des enfants sont la République démocratique du Congo, la Somalie, le Nigeria et Haïti. Et on finit avec cette actu, la loi sur la profession d'infirmier a été adoptée définitivement ce jeudi par le Parlement. Elle permet notamment aux infirmiers de prescrire certains médicaments ou examens médicaux, comme des pansements pour les plaies de patients diabétiques qu'ils suivent régulièrement ou des antalgiques de base aux patients hospitalisés, sans avoir besoin de l'accord d'un médecin interne de service. Le texte prévoit aussi de reconnaître la profession d'infirmier scolaire comme une spécialité autonome, ce qui permet de valoriser leur expertise. Il prévoit aussi que ces nouvelles missions s'accompagnent de discussions sur la rémunération des infirmiers libéraux. Le gouvernement a donc demandé à l'assurance maladie d'ouvrir des négociations qui étaient attendues depuis longtemps. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref, et voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Les actus du jour reviennent demain, parce que je pense que vous le savez maintenant, on continue ce format le samedi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez, et je sais que ça vous plaît d'avoir aussi ce format le week-end. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end, bon courage à tous ceux qui travaillent, bon repos à tous ceux qui pourront se reposer, et on se dit du coup à demain pour le retour des actus.